Qui dit mémoire coloniale pense en général à la France ou au Royaume-Uni. Cela se comprend vu l'importance de leurs possessions. Mais ce soir, Arte soulève d'autres coins du voile et s'intéresse à deux autres cas, celui des Belges et celui, tout à fait méconnu, des Allemands. Il aura fallu un siècle pour qu'enfin lumière soit faite sur un des chapitres les plus brutaux de l'histoire coloniale. Au prétexte de la lutte contre la traite des esclaves, le souverain belge Léopold II s'appropria un vaste territoire dont il pilla les ressources, exploita les habitants, n'hésitant pas pour cela à avoir recours aux pires atrocités. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne le savait. La Prusse, en la personne de son grand électeur Frédéric Guillaume, s'adonna avec succès au trafic négrier. D'une efficacité redoutable, le souverain monta de pied en cap une flotte dont le trafic entre l'Afrique et les Caraïbes fut au XVIIe siècle des plus lucratifs. Léopold II, qui aimait à se dire philanthrope, fut un colonisateur brutal. Tout de suite, le film du procès qui n'a jamais eu lieu. À la fin du XIXe siècle, des clichés pris par des missionnaires parviennent en Angleterre et suscitent une profonde indignation. Les mutilations ont été photographiées à dessein sur fond blanc pour renforcer l'impact. Les enfants sont originaires du Congo. L'homme accusé d'être leur tortionnaire est un blanc européen, une tête couronnée. Les preuves d'un des plus grands génocides du XIXe siècle ont été ignorées durant près de 100 ans. Des millions d'Africains sont morts pour assouvir la soif de richesse et de gloire d'un seul homme. Un roi a poussé la cruauté à son paroxysme, bien avant l'arrivée d'Adolf Hitler. Léopold II, roi des Belges, possède à titre privé 2,5 millions de kilomètres carrés en Afrique centrale. Il règne sur 20 millions d'Africains. De 1880 à 1900, la création d'usines de bicyclettes et d'automobiles en Europe et aux États-Unis fait naître un immense besoin de caoutchouc pour la fabrication des pneus. L'État indépendant du Congo de Léopold II possède les plus grandes forêts d'arbres à caoutchouc. Le roi détient une mine d'or blanc. Il est déterminé à fournir le maximum de cette matière première à l'industrie européenne et à un rythme infernal. La récolte du caoutchouc a coûté des centaines de vies dans ce district. Les scènes insoutenables dont j'ai été témoin et mon impuissance à pouvoir venir en aide aux opprimés m'ont fait regretter d'être en vie. Durant 20 ans, Léopold II transforme le Congo, 80 fois plus vaste que la Belgique, en un immense camp de travail forcé. Le commerce du caoutchouc en fait un des hommes les plus riches du globe. Ses profits augmentent au même rythme que le nombre de morts. Ce commerce du caoutchouc baigne dans le sang. Même si les indigènes se révoltaient et expédiaient en enfer tous les blancs du Haut-Congo, le bilan en leur défaveur resterait terrifiant. Plus Léopold renforce sa mainmise sur le Congo, plus les preuves accablantes s'accumulent contre lui. Les missionnaires, les voyageurs et même les victimes clament tous haut et fort qu'il faut mettre fin aux agissements du roi. 3 jours plus tard, nous sommes retournés dans notre village. Nous avons découvert des cadavres. Nous avons vu, accrochés à un fil tendu entre 2 piquets, des organes génitaux. Fait étonnant pour l'époque, certaines voix s'élèvent pour exiger que le roi Léopold soit condamné à la pendaison par le tribunal international de La Haye, qui vient de voir le jour.
Si les affaires internationales pouvaient être poursuivies au pénal, on disposerait d'une véritable loi contre ce souverain, qui s'est emparé non pas d'un pactole quelconque, mais de tout un empire par des moyens fallacieux. Au lieu d'un procès et d'une pendaison, on réinvente Léopold en grand humaniste et civilisateur. Elikiam Bokolo, historien congolais, est convaincu que la vérité sur les crimes de Léopold a été délibérément cachée, afin de protéger la Belgique et les intérêts belges au Congo. Ce film montre en détail les charges qui pèsent contre le roi Léopold II et révèle une dissimulation d'une ampleur sans précédent. Les témoignages des richesses accumulées par Léopold se retrouvent partout à Bruxelles et dans des proportions monumentales. Pour célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance, Léopold II fait construire le parc du cinquantenaire, devenu une des icônes de l'identité nationale belge. Le parc du cinquantenaire est un symbole très puissant de la Belgique, de sa fierté. Le roi l'a financé avec son propre argent, bien qu'il ne l'ait jamais dit ouvertement, car cela aurait été une preuve qu'il était très riche. On aurait fini par lui poser des questions sur la provenance de cet argent, et il aurait été contraint d'admettre qu'il provenait du Congo. Le cinquantenaire symbolise donc ce mensonge sur la Belgique et l'implication royale dans la politique et l'exploitation coloniale. C'est incroyable de voir tous ces embellissements, toutes ces réalisations, toutes ces richesses, sans une seule référence au Congo et aux Congolais. Après tout, si Léopold II a pu entreprendre tout ceci, c'est grâce à la richesse du Congo, au sang des Congolais, aux souffrances des Congolais, à l'exploitation du Congo. C'est incroyable, cette manie d'effacer le Congo. Le musée royal d'Afrique centrale est également construit par Léopold II et financé avec les richesses tirées du Congo. On y découvre l'Afrique vue par Léopold. Le musée est avant tout conçu comme un hommage. Hommage au roi qui offre à la Belgique une colonie. Hommage aux pionniers morts en réalisant les désirs du roi. Sur une plaque, la conquête blanche est mythifiée en mission de bienfaisance. La Belgique apporte la civilisation au Congo. On m'accuse d'avoir fait fusiller un indigène, ligoté à un arbre. Je suis également accusé d'avoir mené une attaque contre un village, au cours de laquelle beaucoup de Noirs ont été tués. On m'accuse d'ailleurs, ainsi que 5 autres Blancs, d'avoir tué 150 personnes, d'avoir pendu en forme de croix des femmes et des enfants, ainsi que d'avoir coupé les organes génitaux et les têtes d'hommes pour les attacher aux palissades. Il ne fait aucun doute que des faits absolument inacceptables et même scandaleux se sont produits dans l'État indépendant du Congo, sous le règne de Léopold II. Il faut toutefois replacer la situation de l'époque dans son ensemble. Aucune des nations colonialistes n'était tendre, aucune d'elles n'avait une approche humaine. Il suffit de voir ce que les Britanniques, les Français, les Hollandais qui ont inventé l'esclavage et les Allemands ont fait. Ce n'est pas une période dont nous pouvons être fiers, mais il faut la replacer dans son contexte historique. Le Congo de Léopold II est un État-prison. Les Africains sont privés de droits, de justice, de liberté. Ils sont exploités pour assouvir la cupidité d'un roi.
la fin justifie les moyens, surtout quand il s'agit d'amasser des richesses. À des milliers de kilomètres de la souffrance, un roi exulte en comptant son or. Léopold tient le Congo un quart de siècle sous sa coupe. Un an avant sa mort, le territoire est transféré à l'État belge qui, très reconnaissant, le tient sous son contrôle jusqu'en 1960. Et c'est ainsi qu'au cœur de l'Afrique noire, la Belgique réalise le rêve d'un grand roi. Le roi ne jouit plus d'une place d'honneur. Le Congo acquiert son indépendance. Léopoldville porte désormais le nom de Kinshasa et Léopold II se retrouve à la ferraille. Pour moi, c'était Léopold II en personne. Pas la statue de Léopold II, mais Léopold II. Tellement grand, tellement haut, qui semblait être là pour m'écraser, me dominer. Et puis, pas question de passer devant le cheval. Il fallait passer derrière. C'est comme si je me sentais obligé de respirer l'odeur des excréments du cheval de Léopold II. Après l'indépendance, il était encore là. C'était une vraie provocation. Et puis enfin, est arrivé le jour où je suis là et je vois des jeunes gens tirer Léopold II. Une revanche, une joie de voir enfin ce scandale par terre, là où il devait se trouver. La destruction des symboles ne suffit cependant pas pour effacer plusieurs générations d'occupation étrangère. Léopold, roi Léopold. Ah, oui. Il y a ça la Guinée. C'était un Belge à coloniser biso. Donc biso na ye toza likambo. Bon, azano kona biso ye nde moto aleki colonisation na biso nde moto aleki biso civilisation ezali ye. Léopold écrit un jour: un peuple qui se contente de sa patrie et qui craint l'ombre d'un conflit n'a pas les qualités d'une race supérieure. Un officier belge chargé de capturer un chef est parti avec 50 à 60 hommes. En fouillant les cases pour les piller, les hommes découvrent une mère et sa fille qui n'ont pas eu le temps de fuir. Elles sont amenées à l'officier qui leur demande où se cache le chef. Les femmes l'ignorant ou ne voulant pas trahir, l'officier ordonne de les attacher au sol. Et un soldat loyal administre 50 coups de chicotte à chacune d'elles. La flagellation continue et chacune reçoit 200 coups de fouet. Elles sont abandonnées là, agonisantes, après qu'on leur a coupé les seins. À Bruxelles, les statues de Léopold II n'ont pas été déboulonnées. Ce roi n'a jamais perdu sa place au sein de la dynastie royale belge. L'arbre généalogique de Léopold II est prestigieux. Son père, Léopold Ier, est l'oncle de la reine Victoria. Sa mère, Louise-Marie d'Orléans, la fille aînée de Louis-Philippe, roi de France. Son père consacre très peu de temps au jeune prince qu'il décrit comme un petit tyran. Sa mère fait remarquer de façon peu aimable, son énorme nez le défigure et le fait ressembler à un oiseau. Je crois que sa mère était insipide, ce qui explique beaucoup de choses sur le caractère de Léopold. Il manquait d'amour et d'affection. Il compensait ce manque en prétendant qu'il se fichait de l'affection. Impopulaire à la fin de sa vie, il disait que la popularité ne l'intéressait pas. C'était bien sûr une façon de dire « je suis profondément triste de ne pas être populaire ». Le mariage arrangé de Léopold II avec l'archiduchesse Marie-Henriette d'Autriche, alors âgée de 16 ans, est un désastre. Une femme de la haute société définit le couple en ces termes: un garçon d'étable avec une nonne. La nonne étant Léopold. Le couple s'informe sur les choses sexuelles lors d'une visite chez leur tante Victoria et leur oncle Albert à Londres. Ils auront 3 filles. Leur seul fils décède à l'âge de 10 ans. Ils ne laissent pas d'héritier mâle.
Au début de son règne, Léopold II proclame « J'ai l'ambition de rendre la Belgique plus grande, plus forte, plus belle ». Il est convaincu que le pays manque d'envergure. Léopold se plaignait que la Belgique était un petit pays, de petites gens. Lui, en revanche, n'était pas un petit roi. D'une part, il était de haute stature, mais surtout, il nourrissait une ambition démesurée pour lui-même. Il était blessé dans son orgueil de jouer un rôle relativement modeste au sein de la dynastie des Saxe-Cobourg. Il ne pesait pas lourd comparé à la reine Victoria ou à l'empereur d'Allemagne. Son objectif était avant tout personnel. C'est l'exemple même du souverain qui avait fait sien l'adage « l'État, c'est moi ». Et donc l'élévation de la Belgique impliquait forcément la sienne. À l'image de son père, Léopold II est convaincu que seule une colonie lui permettra d'atteindre la grandeur à laquelle il aspire. Léopold Ier a tenté des dizaines de fois d'en obtenir une, en vain. Son fils va y œuvrer avec plus de succès. Avant de monter sur le trône, Léopold envoie au ministre belge des Finances un morceau de marbre de l'Acropole gravé de l'inscription « Il faut à la Belgique une colonie ». Léopold II a vécu dans la seconde moitié du XIXe siècle, mais il accusait 100 ans de retard sur son époque. La Grande-Bretagne, la France et les Pays-Bas étaient unanimes pour accepter qu'une colonie ne devait pas rapporter de l'argent en priorité à la mère patrie, mais que la métropole devait investir dans sa colonie et que les bénéfices éventuels devaient servir sur place à payer l'administration, l'armée et le maintien de l'ordre et profiter à la population locale. Léopold II, lui, était d'un tout autre avis. Une colonie devait rapporter de l'argent à la mère patrie et pas le contraire. Léopold ratisse la map-monde en quête d'une proie. Il essaie l'état du Sarawak, les Nouvelles-Hébrides, les îles Fidji et les Philippines en vain. Il ne lui reste pratiquement plus d'endroits à prospecter, hormis un seul. Au début du règne de Léopold II, le Congo est une région inexplorée par les Européens. Pour Léopold, c'est la dernière chance. Le Congo deviendra sa colonie, quel qu'en soit le prix. Un homme va permettre de réaliser cet objectif, Henry Morton Stanley. Après une adolescence en maison de correction, il devient l'explorateur le plus célèbre de son époque et l'un des plus impitoyables. Son expédition pour traverser l'Afrique d'est en ouest est la plus dispendieuse de tous les temps. En arrivant par l'est, Stanley pénètre, pour ainsi dire, par la porte arrière, au Congo. Il est le premier Européen à traverser le continent noir. Il parcourt 11 000 km à pied et en pirogue. Léopold est conscient que si Stanley réussit, le Congo sera accessible. Au XIXe siècle, Londres est l'épicentre du colonialisme. Au Claridge, Léopold reçoit des explorateurs, des géographes et des généraux pour les convaincre de l'intérêt de son aventure congolaise. Il rend visite à sa tante Victoria et lui fait également part de ses plans. J'ai rencontré les personnalités les plus motivées à apporter la civilisation en Afrique. De retour en Belgique, il organise une conférence géographique. Il transforme son palais en hôtel de luxe pour héberger les congressistes et supervise les moindres détails. Il déclare que ses objectifs en Afrique sont charitables et philanthropiques. Le Congo bénéficiera de tous les bienfaits de la civilisation et du christianisme. Comme il se trouvait dans un pays catholique, il en a profité pour prétendre qu'il voulait contribuer à la propagation du christianisme. Or, on sait qu'il n'était pas un catholique convaincu. Mais bon, ça c'est une affaire privée. Chaque congressiste reçoit un portrait du roi. En flattant leur snobisme, Léopold s'attache leur soutien. Dès que Léopold apprend le succès de la traversée africaine de Stanley, il s'empresse d'agir. Dans une lettre adressée à un conseiller,
il dit qu'il ne veut rien perdre de ce magnifique gâteau africain. Aujourd'hui, Stanley est aussi détesté que Léopold à Kinshasa. En 1887, Stanley est l'homme dont le roi a besoin. Sous le couvert d'un organisme humanitaire baptisé l'Association internationale africaine, Léopold engage Stanley afin de préparer le Congo au règne d'un roi. La réputation de Stanley est celle d'un bâtisseur, d'un pacificateur, d'un constructeur. En réalité, ce qu'il a fait, c'est d'abord de casser, de briser, de détruire tout ce qui existait avant. Et à la place, c'est vrai qu'il construit quelque chose de nouveau, une logique marchande et une logique politique. Et ce nouveau système, il le met au service de l'Occident, et en particulier au service du roi Léopold II. Stanley crée un réseau de bateaux-vapeurs, construit des routes et des ponts, et même un tronçon de voie ferrée. On le surnomme rapidement Boula Matadi, le briseur de pierres. Léopold transforme la bienfaisante Association internationale africaine en compagnie commerciale. La nouvelle association congolaise est strictement tournée vers le profit. Il écrit à un conseiller: il faut prendre garde à ne pas faire ressortir que l'association du Congo et l'association africaine sont deux choses différentes. Le public ne saisit pas cela. Les exigences du roi ne s'arrêtent pas là. Il lui faut des traités officiels pour prouver que le Congo lui appartient bel et bien. Stanley est chargé d'obtenir coûte que coûte la signature des chefs indigènes. Les hommes de Stanley versent des pots de vin ou agissent par ruse pour obtenir l'assentiment des chefs congolais. Ils prétendent même que l'homme blanc a le pouvoir sur le soleil. Léopold II manquait de scrupules, mais il a compris qu'il avait besoin d'un voile de l'égalité. Et Léopold était un fin renard. Il a fait des recherches sur les précédents coloniaux. Il a lu les accords signés par les sultans de Sarawak et les Indiens d'Amérique du Nord. Il a même lu les traités que les Britanniques avaient fait signer en Inde. Il a compris que si d'aventure on venait remettre en cause son autorité sur les territoires colonisés, il pourrait produire ses prétendus contrats. Stanley a été un maillon essentiel dans l'obtention de ces traités. Après avoir floué les Africains, le roi entreprend de convaincre les puissances européennes de le reconnaître comme propriétaire de cette vaste colonie africaine. Cette fois, la diplomatie remplace les tours de passe-passe. En 1885, les grandes puissances réunies à Berlin reconnaissent la rive gauche du fleuve Congo comme une zone commerciale internationale, propriété du roi. Aucun Africain n'est convié. Ce document, c'est l'acte général de la conférence du Congo, publié le 26 février 1885 à Berlin. Ce document est connu dans l'histoire comme étant l'acte général de la conférence de Berlin. Léopold II, roi de Belgique, n'était pas présent à Berlin. La conférence accorde à Léopold tout ce qu'il demande. La façon dont le roi Léopold a réussi à duper les grandes puissances à l'époque est tout à fait remarquable. Il leur avait promis que l'accès au commerce serait libre et que si des bénéfices étaient réalisés, ils profiteraient à tous. Certains pays se sont mordus les doigts de lui avoir accordé tout ce qu'ils voulaient, mais il était trop tard. Le Congo est à peine reconnu par les grandes puissances comme propriété personnelle de Léopold II que le roi met en branle sa machine infernale. Dès le 1er juillet 1885, un décret stipule que toutes les terres vacantes, sont propriété de l'État. En 91 et en 92, d'autres décrets vont déclarer les produits de la forêt appartenant exclusivement à l'État. Et les indigènes ne peuvent pas les exploiter, sauf pour l'État. Donc, en un tour de main,
Léopold II a dépouillé les Africains de tous leurs biens et transformé le Congo en un vaste camp de travail forcé. Afin de faire respecter sa loi, le souverain crée une armée qui comptera jusqu'à 16 000 hommes. Les soldats sont équipés de fusils modernes, de fabrication belge. Le romancier Joseph Conrad remonte le fleuve Congo en 1890. Son livre, Au cœur des ténèbres, est né des événements dont il a été témoin dans l'État indépendant du Congo. Ils attrapaient tout ce qu'ils pouvaient, afin de ne pas en perdre une miette. C'était un pillage avec violence, un meurtre aggravé à grande échelle, propre à ceux qui s'attaquent aux ténèbres. Bango bazaki na mindoki okoki kobunana ye te bakobete bino masasi lokola nyama koboma bato ebele bakovanda ndako te bakovandaka obele kuna boyi na zamba lokola nyama. La terreur et le travail forcé font partie intégrante des plans du roi pour faire du Congo un pays lucratif. Pour administrer son nouveau territoire, Léopold nomme des responsables à Bruxelles et installe un gouverneur général au Congo. En réalité, c'est lui qui dirige tout. Ses agents et ses soldats exécutent ses moindres désirs. La conquête de la terre, qui implique le plus souvent de la ravir à des hommes à la peau différente, ou dont le nez est légèrement plus aplati que le nôtre, n'est pas une belle chose quand on y regarde de plus près. Malgré la présence des soldats de Léopold et les conditions de travail dignes du goulag, le Congo ne rapporte pas assez et entame sérieusement les finances de Léopold II. À mesure que les mois passent, l'exaspération du roi augmente. Léopold est toutefois sauvé par le commerce de l'automobile et de la bicyclette. L'invention du pneu par John Dunlop, un vétérinaire écossais, fait exploser la demande en caoutchouc, et le Congo en regorge. Dans quelques années, les plantations asiatiques et sud-américaines représenteront une forte concurrence. En attendant, le roi tient le marché à lui tout seul. Plus il fournit de caoutchouc en Europe avant l'émergence des plantations concurrentes, plus il s'enrichit et plus les cadavres s'amoncellent. Léopold II alliait l'esprit d'un homme d'affaires, d'un entrepreneur, avec celui d'un politicien mégalomane. Les deux allaient de pair à cette époque. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la puissance économique et la puissance politique étaient intimement intriquées. Pour être quelqu'un, il fallait être très riche. C'est pour cette raison que Léopold exploitait le Congo. Pour tirer un maximum de richesse de sa nouvelle possession, Léopold augmente sans cesse la violence. Les villageois se voient imposer des objectifs monstrueux. Le moindre refus ou l'incapacité à atteindre les quotas fixés donne lieu à de terribles châtiments. Le règne de la terreur est ouvert. « 10 avril 1895. 6 indigènes tués. Village livré aux flammes. Déjeuner, puis retour. 17 avril 1895. Parti avec 80 hommes pour Baouro. Une quinzaine de personnes tuées. 25 avril. Arrivée à Iteke. Brûler le village ainsi que Yambi. Ilongo. Brûler le village et tuer un indigène. Arrivé à Bakolo à 16 h. Brûlé. Arrivé à Yabumba à 11h40. Je fais brûler le village.
Arrivé à Likombe à 3 heures. Tout à coup, nous sommes attaqués. 2 soldats sont tués à côté de moi. Après quelques instants d'une fusillade bien nourrie, les indigènes prennent la fuite en laissant 13 des leurs sur le terrain. Je fais mettre le feu aux cases. Juin. Je me dirige ensuite sur Yamapete. Je fais incendier le village. Après un bon déjeuner, nous rentrons en triomphe à Basoko, avec nos sanglants trophées. 10 juin, nous trouvons Yambisi. Nous envoyons plusieurs groupes de soldats battre la plaine. Ils reviennent quelques heures après avec 11 têtes et 9 prisonniers. 22 juin. On nous amène 3 prisonniers dans la matinée. 3 autres vers le soir et 3 têtes sont apportées. Un homme de Bomané parcourant la forêt en appelant un grand cri sa femme et son enfant égarés reçoit une balle d'une de nos sentinelles. On nous apporte sa tête. Jamais j'ai vu une telle expression de désespoir, d'effarement. Nous faisons incendier Yambisi. Je pense en effet que Léopold II porte la responsabilité morale de ce système, car il en est l'instigateur. C'est lui qui l'a mis en place. Sa responsabilité morale est de fait clairement établie. Il est certain que le roi n'a pas délibérément ordonné les meurtres. Léopold II faisait partie d'un régime, d'une sorte de système économique qui lui permettait de considérer cette partie du monde comme sa propriété personnelle et d'y régner comme bon lui semblait. D'autre part, Léopold II était un visionnaire. On peut ne pas être d'accord avec ses visions, mais il était visionnaire. Et le Congo, qu'on le veuille ou non, a beaucoup apporté à l'économie belge. La Belgique a tiré d'immenses profits de son implication en Afrique centrale. À l'époque de Léopold, les missionnaires sont les principaux témoins blancs des atrocités. La plupart vivent dans les zones d'exploitation du caoutchouc. Ils ne peuvent pas ignorer les exactions. Le 23 décembre 1893, l'État a envoyé des pirogues cachées par la nuit vers le village d'Ikengo. Réveillés en sursaut par un coup de feu, les habitants se sont précipités au dehors pour voir ce qui se passait. En découvrant leur village cerné par les soldats, ils n'ont songé qu'à fuir. Alors qu'ils couraient dans tous les sens, les soldats ont abattu impitoyablement hommes, femmes et enfants. Leur village a été entièrement détruit et se trouve toujours en ruine aujourd'hui. La seule raison de cette expédition punitive était que les villageois n'avaient pas réussi ce jour-là à fournir suffisamment de nourriture à l'État. Au début, les missionnaires échangent par écrit le récit des cruautés dont ils sont témoins dans leur district. Un peu plus tard, certains décident de prévenir les responsables de leur congrégation dans leurs patries respectives. Ces pauvres gens protestent contre l'oppression cruelle exercée par l'État. Et avec raison. Je ne peux tenir ma langue en entendant et en voyant de telles infamies. En 1895, un missionnaire profite d'une permission à Londres pour révéler les exactions. Mais il garde l'anonymat, car il craint pour sa vie quand il retournera au Congo. Les missionnaires connaissent parfaitement les terribles châtiments que l'État inflige. Ils voient des villageois flagellés à la chicotte, un fouet fait de peau de rhinocéros séché au soleil qui peut tailler un homme en morceaux. Ils voient des hommes torturés à mort avec du copal brûlant. Un missionnaire décrit la jubilation terrifiante d'un soldat alors qu'il verse le copal sur la tête d'un détenu.
Désespéré, le révérend Sheblom, un missionnaire ayant passé de longues années au Congo, décide de révéler ses crimes. Ce qu'il a vu dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ces rapports, d'abord publiés dans une revue de missionnaires, sont bientôt repris par divers quotidiens nationaux à travers toute l'Europe. Les rapports de Sheblom font découvrir au monde le châtiment officiel des mains coupées. Alors que je traversais le fleuve, j'ai vu des cadavres accrochés à des branches et qui pendaient dans l'eau. J'ai détourné le visage de cet horrible spectacle. Un caporal indigène qui nous suivait me dit « Oh, ce n'est rien ». Il y a quelques jours, je suis revenu d'une expédition et j'ai remis aux Blancs 160 mains, qu'ils ont aussitôt jetées dans le fleuve. À la même époque, j'ai vu un villageois assassiné devant mes yeux. Le soldat indigène m'a dit « Ne vous laissez pas abattre. Ils nous tuent si on ne livre pas de caoutchouc. » Le commissaire nous a promis que plus on ramènerait de mains, plus notre service serait raccourci. Je leur en ai apporté tellement que mon service devrait bientôt se terminer. Les soldats noirs de Léopold ont l'ordre de couper la main droite des cadavres. Ils reçoivent chacun un nombre déterminé de cartouches avant chaque expédition. Afin de prouver aux officiers blancs qu'ils n'en ont pas gaspillé, ils doivent rapporter une main coupée pour chaque cartouche utilisée. Maboko hana kukata awa oyo bakata liboso kukata maboko awa. Bongo bitumba oyo ba mindele ba memaka na bino bobundaki na bango to obuna mindele zo makasi wapi makasi uche pale mindele ya kauchu bazaki penza batu mabe mabe elutaki koluta mabe kokoto na zamba bokoti na zamba te bokobika wapi eyaki kikamu munene. Bongo wana bazosenga bomemelaka bango kauchu ntango nyonso nyonso kauchu tomonaki mpasi mpenza. Dans chaque unité, des soldats sont désignés pour fumer les mains afin de mieux les conserver. Ces dernières sont ensuite apportées aux officiers pour qu'ils constatent que les cartouches ont bien servi à tuer. Le 14 décembre 1895, M. Sheblom, Mme Banks et moi-même avons aperçu un garde avec un panier rempli de mains fumées. Nous avons demandé au garde de nous montrer combien il en avait. Il les a sortis du panier et les a alignés sur le sol. Il y avait là 18 mains droites d'hommes, de femmes et d'enfants. Le garde a voulu battre la femme qui portait le panier pour lui, car il prétendait qu'il y avait 19 mains et qu'elle en avait égaré une. Se peut-il que le roi des Belges ne soit pas au courant des pratiques barbares de ses serviteurs ? Une lettre confidentielle transmise par un officier de la cour au chef de l'exécutif de l'État indépendant du Congo révèle que Léopold est profondément irrité de se voir critiqué pour les cruautés perpétrées au Congo. Mais le roi poursuit en écrivant « Je sais que des atrocités se commettent au Congo. Il est inutile d'essayer de nier. » On a tout lieu de penser qu'il était au courant. Peut-être pas de tous les détails, mais il savait que le système mis en place pour exploiter le caoutchouc avait d'horribles conséquences. Alors Léopold considérait-il cela comme horrible? Sans doute pas. Il devait se dire que c'était le prix à payer pour le développement économique. Il ne s'en souciait guère. Ce qui comptait pour lui, c'était les bénéfices qu'il en tirait. Les hommes blancs sont arrivés avec les soldats afin de nous faire la guerre. J'ai fui avec mon petit garçon sur les épaules. Une balle a sifflé à mes oreilles. Elle ne m'a pas touché, mais je suis tombé par terre. Je me suis relevé et j'ai laissé l'enfant afin de courir plus vite.
Lorsque je suis revenu, il était dans les bras de mon frère. On lui avait coupé une main et un pied. J'ai pris soin de lui. Le caoutchouc du Congo est livré dans le port d'Anvers. Selon la légende, la ville tire son nom d'un géant dont la main droite fut coupée et jetée dans l'Escaut par un soldat romain. À Anvers, on fait rarement le rapprochement entre le symbole de la ville et les mains coupées au Congo. Comme si les crimes dans ce pays étaient oubliés, ou pire, n'avaient jamais existé. Un bilan humain, rien ne l'exprime mieux qu'un adage des gens de l'Équateur. Beto fait bolé Iwo, le caoutchouc est la mort. En 1920, le Congo compte 10 millions d'habitants. Par rapport à 1880, c'est 2 fois moins. Donc en 40 ans, le pays a perdu 10 millions de personnes globalement. Mais dans certaines localités, les pertes s'élèvent à 60, 70, 90%. Donc le caoutchouc a été la catastrophe. Jamais les peuples du Congo n'avaient connu un désastre pareil. Un grand nombre d'atrocités sont commises dans la province de l'Équateur. Léopold II a divisé le Congo en districts. Chacun est sous l'autorité d'un commissaire, le plus souvent recruté et payé par l'armée belge. L'Équateur est sous l'autorité d'un officiel considéré comme un des personnages les plus infâmes de l'État indépendant du Congo. Léon Fiévé excelle à user de violence pour augmenter l'exportation du caoutchouc. Il récoltait d'énormes quantités de caoutchouc, au rythme d'1 tonne par jour, dit-on. Des rapports sur le Congo affirment qu'il a fait mutiler plus de 1000 indigènes. On rapporte aussi qu'il se vantait de ses actes de cruauté. Les conséquences de cette violence sont toujours visibles aujourd'hui, car des milliers d'indigènes ont fui le district et n'y sont jamais revenus. En 1896, le baron Théophile Waïs, gouverneur général du Congo, fait une visite officielle dans le district de l'Équateur et le qualifie de pays des horreurs. Léon Fiévé ne ressent pas le moindre remords de son impitoyable violence. Il sait pertinemment que la seule raison d'être de l'État indépendant du Congo est de rapporter de l'argent avec le commerce du caoutchouc. Pour Léopold II, Fiévé est l'employé parfait. Il est dévoué, efficace et ingénieux. Je réunis les chefs des villages voisins et leur ordonne de me rapporter un certain nombre de chikwang, du poisson, etc. Au jour convenu, pas de chikwang. Devant cette mauvaise volonté manifeste, je leur fais la guerre. Un exemple suffit, 100 têtes tranchées, et depuis lors les vivres abondent dans la station. Mon but est en somme humanitaire. Je supprime 100 existences, mais cela permet à 500 autres de vivre.
Le seul souci de Léopold est de maintenir le rythme de production du caoutchouc. Je n'ai pas demandé visa. Je viens chez toi, pourquoi travail c'est difficile, pourquoi papier c'est dur. On m'appelle immigré, mon cacao n'est pas immigré, mon pétrole n'est pas immigré, mon diamant n'est pas immigré, mon or n'est pas immigré, mon café n'est pas immigré, mon piment n'est pas immigré. Why not? Si tu n'as pas pitié, je dis faut avoir un cœur. Si tu n'as pas un cœur, faut avoir pitié. Africain vous a fait quoi? Africain vous a fait quoi? Yeah, vous a fait quoi? Africain vous a fait quoi? N'est pas immigré, mon pétrole n'est pas immigré, mon or n'est pas immigré, l'uranium n'est pas immigré, mon diamant n'est pas immigré, mon riz n'est pas immigré, ma banane n'est pas immigré. Je suis un homme comme lui. Je suis un homme comme lui. J'envoie la guerre dans mon pays. C'est toi qui choisis mon président. Y'a trop de kalachnikovs chez moi. Je traverse le Méditerranée, je traverse le désert. Y'a un bateau qui se renverse dans la mer. J'ai dit les gens me